Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le 23e épisode de Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois, et pour le coup c'est le mois d'octobre, donc autant vous dire que j'ai pris un peu de retard. Mais quel mois j'ai envie de dire, parce qu'il regroupe pas mal de mes séries préférées. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir sur Utip en regardant quelques pubs si vous avez 2 minutes à m'accorder. Les liens sont disponibles en description comme d'habitude. Bref, encore de très bons titres ce mois-ci, je vous donne rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, je vous mets le timecode, vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas, mais aussi pour vous éviter d'éventuels spoils, même si j'essaye de toujours prévenir, les mangas sont toujours classés par éditeur aussi. Et on commence cette série de reviews avec le 4ème tome de Les Liens du Sang, disponible aux éditions Pika. Bon, mon fanatisme pour Shuzo Oshimi et ses œuvres n'est plus à prouver, mais bien que ce dernier n'ait lui aussi plus rien à me prouver, il ne cesse de me surprendre encore. Bon, je précise aussi que j'avais réservé un nota break à la série, donc faites attention aux spoils ici. Un tome 4 vachement intéressant dans la mesure où il vient toujours plus développer la relation des différents personnages du récit, il vient même complexifier chacune d'entre elles afin de créer de nouveaux rebondissements. Je pense notamment à la relation très spéciale qu'entretient Sei avec sa mère, cette dernière le couvre tellement qu'elle en vient à isoler totalement son fils, jouant ainsi sur sa propre psychologie, et il en vient même à avoir peur de sa propre mère tant son amour envers lui semble beaucoup trop disproportionné, et pour nous aussi. Et c'est là que l'apparition de Yukio dans la vie de Sei devient intéressante, puisque celle-ci influe sur le comportement du jeune garçon, découvrant ainsi des choses banales de l'adolescence comme les sorties après les cours, l'amour, et surtout la désobéissance envers sa mère, face à laquelle Sei s'oppose de plus en plus. Une histoire de plus en plus intéressante, tant on sent que Oshimi ne semble pas avoir de limite en fait, et j'ai hâte de voir jusqu'où il va nous mener cette fois-ci, avec cette relation maternelle si atypique. On enchaîne avec le 8ème volume d'Happiness, histoire de rester dans l'univers de Shuzo Oshimi. Un excellent tome qui confirme tout le bien que je pense de cette série. Encore une fois, le degré de folie atteint des niveaux hallucinants mais surtout terrifiants. On nous dévoile notamment le passé de Sakurane et on comprend mieux d'où il tient cette personnalité tourmentée. Ça reste un être monstrueux mais c'est toujours un bon développement du personnage. Bon, au cas où, faites attention aux spoils, mais je tiens à revenir sur un moment particulier de cet opus. Je fais référence au niveau de violence présent et le moins que l'on puisse dire c'est que notre héroïne prend très cher. Malgré le côté fantastique, les personnages se montrent très humains, et ils en deviennent donc plus vite terrifiants quand ils nous dévoilent les plus sombres aspects de l'homme. J'ai clairement cru qu'elle allait y passer, ce tome m'a glacé le sang. Ajoutez à cela qu'on finit sur un excellent cliffhanger avec le réveil de Makoto. Lisez Happiness, c'est une dinguerie totale, franchement, c'est trop lourd. On passe au 7ème volume de Made in Abyss, disponible chez Ototo. Et pour la première fois de la série, j'ai ressenti un léger coup de mou. Bien que ça reste toujours aussi plaisant à lire, je vous avoue que ce tome m'a totalement laissé indifférent. Pourtant, depuis le début, chaque tome nous rapprochait de l'enfer, on sentait vraiment qu'on descendait au fin fond de l'abysse au fur et à mesure que l'histoire avançait. Or ici, je pense que ce volume était essentiellement là afin que les lecteurs puissent reprendre leur souffle après toutes ces horreurs passées. Je parle d'horreur dans le bon sens du terme, bien sûr. Je fais référence aux différentes péripéties cauchemardesques face auxquelles les protagonistes ont été confrontés pour en arriver là. Un tome un peu plus léger en somme, mais je m'inquiète pas pour la suite. Il faut aussi proposer un peu de répit au lecteur pour mieux le surprendre. J'ai personnellement tendance à placer de grandes attentes dans ce titre, en espérant qu'à chaque tome on franchisse un palier en termes de folie, donc pour la première fois, je le répète, mais je reste un peu sur ma faim. Mis à part ça, ce tome nous apporte quelques éléments intéressants comme l'apparition de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues qui se profilent, et bien plus encore, donc c'est pas un mauvais tome, mais voilà. Du côté de Shikurokawa, je me devais de vous proposer une petite review d'Hippo avec le retour de la série et le premier tome de la saison 6. Et comme je me doute que vous n'êtes pas tous à jour, je vais dans un premier temps vous redonner mon avis sur la série. Hippo, c'est tout simplement l'excellence même du genre sportif, alliant aussi bien des combats de boxe monumentaux qui en feront frissonner plus d'un, que des phases d'entraînement et de quotidien où l'humour vient sublimer le tout. Un manga qui excelle vraiment dans tous ses registres, que ce soit pour la richesse de ses personnages, car oui, on ne se concentre pas uniquement sur la carrière du héros, mais sur plein d'autres personnages secondaires, tout aussi, voire encore plus intéressants. L'humour, Hippo est clairement l'un des mangas qui me fait le plus rire, on en oublierait même parfois la boxe pour se concentrer uniquement sur cet aspect-là, tant je me tape personnellement des gros fous rires à plein de chapitres. Son côté sportif qui est bien sûr maîtrisé de bout en bout, des combats spectaculaires remplis de tension, d'intensité, mais aussi de diversité. Voilà, on parle d'un manga que je place largement dans mon top 5, ne vous fiez pas à sa longueur, la qualité est toujours au rendez-vous année après année. Pour ce qui est de ce début de saison 6, sans trop spoiler, on commence assez bien avec un combat de Mashiba et un autre de Sando, deux rivaux de Hippo et c'est l'illustration parfaite de ce que je disais plus tôt. Chaque personnage est mis en lumière et développé suffisamment pour que l'on s'intéresse à lui, donc voilà, lisez Hippo. On enchaîne avec les éditions Kaze avec le 19ème volume de World Trigger. Alors je ne vais pas vraiment parler du tome 19, c'est juste histoire de vous annoncer que je me mets au review de cette superbe série à partir de maintenant. J'ai quand même réservé un nota break où je vous donne 10 bonnes raisons de commencer cette perle.
Le lien de la vidéo est disponible dans la description pour les intéressés. Sinon, pour faire simple, World Trigger nous plonge dans un univers de science-fiction où de jeunes soldats doivent affronter une menace extraterrestre en faisant briller leur intelligence et leur esprit d'équipe. Bien qu'il s'agisse d'une histoire classique dans le fond, World Trigger se démarque par ses combats stratégiques, ses équipements et mécaniques de combat innovantes, et propres au manga surtout. Aventure, action, stratégie, combat épique, il s'agit clairement pour moi d'un des shonen de baston incontournable du moment. En ce moment, on est en plein dans les batailles de rang stratégiques en plus, c'est un vrai kiff à suivre, donc je compte sur vous pour rattraper votre retard. On continue avec l'excellentissime 17ème tome de Rikudo. Pas besoin de spoil pour cette fois puisque je vais essentiellement parler de quelques aspects nécessaires à un bon manga de sport, et plus précisément ici de boxe. Tout d'abord, l'importance et l'influence que peut avoir un coach sur son élève. La relation du coach Baba et de Yanagi est tellement bien amenée, et nous illustre à merveille les erreurs que doit éviter de faire notre héros Eriku s'il veut parvenir au sommet de la boxe. Une bonne relation avec son coach est donc primordiale, chacun devant placer sa totale confiance l'un envers l'autre pour en tirer les meilleures leçons et ainsi avancer dans de bonnes conditions. Jusqu'ici c'est toujours ce qui a manqué à Yanagi qui est malgré tout parvenu à se hisser au top. Son combat contre Yodo est tout bonnement exceptionnel, l'issue de ce dernier est imprévisible jusqu'au dernier coup, on frissonne, on encaisse chacun des coups, les coups d'un combat encore une fois sublimés par le coup de crayon de Toshimitsu Matsubara, putain c'est un génie. Pour ce qui est du deuxième point que je juge tout aussi important, le rôle des personnages secondaires, car c'est à ça que je reconnais un excellent manga de sport à un bon manga de sport. A l'instar de ce que je disais plus tôt pour Hippo, il faut aussi que la carrière des personnages secondaires m'intéresse tout autant que celle du héros que l'on suit d'un peu plus près. Et là je peux vous dire que le duel d'hommes que se sont livrés Yanagi et Yodo m'a fasciné. Putain c'était un sacré tome. On passe à l'un des tomes qui m'a fait le plus kiffer dans cette sélection, le 5ème de Jagan. Je vais essayer de pas spoil mais de mettre en avant le propos du manga. J'ai beaucoup aimé les phases d'introspection des différents personnages et plus particulièrement concernant leurs conditions de détraqué. Développer des capacités surnaturelles pourrait être un atout ultime dans le monde de Jagan, mais non. Avoir des pouvoirs ce n'est pas jouer les héros, c'est bien plus complexe que ça. Cela équivaut à mettre sa vie en tant qu'être humain de côté, savoir dissocier les deux, vie de héros ou de détraqué, et sa vie d'humain basique. Ce tome nous offre quelques tournants inattendus où certains personnages font face à divers regrets et en viennent même à regretter leur simple vie d'humain lambda. C'est même détraqués qui aspiraient pourtant à une vie plus mouvementée, plus piquante, qui les espéraient trouver en tant qu'esprit détraqué. Au-delà de l'action omniprésente dans ce tome avec son lot de scènes spectaculaires, c'est surtout ce point qui m'a énormément plu. C'était d'ailleurs un peu mon appréhension concernant Jagan, comme quoi ce n'est pas seulement un manga d'action dépeignant de la violence pour le divertissement, non c'est bien plus que ça. Jagan met en avant des thématiques fortes comme le sentiment d'appartenance d'un individu, la nature de l'homme ou encore la notion de justice. Et maintenant que toute la population est informée en ce qui concerne les détraqués, les risques et les mesures à prendre en cas de danger, ça va vite devenir encore plus palpitant à suivre. On n'oublie pas le 10ème tome de The Promised Neverland toujours disponible aux éditions Kazé, et oui déjà 10 tomes, et bien qu'on ait quand même descendu d'un cran en termes de qualité comparé à l'Arc de l'évasion qui était une masterclass sans nom à tous les niveaux, j'apprécie toujours autant cette série. Alors oui, je regrette quand même que le manga ait perdu de son côté psychologique et stratégique. On y a toujours droit, c'est bien fait, mais ça a quand même perdu de sa saveur. Faut dire que le premier arc a placé la barre tellement haute avec un antagoniste incroyable qui est Isabella. Si je suis fan de ce personnage qui n'était pas si foncièrement mauvais au final, j'apprécie moins les antagonistes proposés pour l'arc Goldie Pound. Alors bien sûr que ce soit Lewis ou bien Lord Byron, les deux débordent de charisme avec leur chara-design bien stylé ou tout simplement leur côté démoniaque qui aspire la crainte, la peur et surtout la terreur. Cela dit, leur développement est moins poussé que celui d'Isabella qui m'avait vraiment touché de par sa condition de maman et le fait que c'était son seul choix pour survivre. Or pour Byron et Lewis, j'estime que ce sont des personnages dotés d'une grande classe et ce sont de bons antagonistes pour un côté Neketsu bien plus accentué dans cet arc, mais je ne les trouve pas pour autant forcément marquants. Mais au-delà de ça, le flashback de Lord Byron nous apporte des révélations sur le monde de démons, son histoire et démontre encore une fois l'hostilité de celui-ci pour les humains. Pour ce qui est de l'intrigue et de la hype, The Promised Neverland reste toujours aussi plaisant et passionnant à suivre. On passe à l'autre phénomène du moment avec les tomes 3 et 4 de Demon Slayer. Personnellement, Demon Slayer m'avait conquis dès son premier opus avec son côté rafraîchissant et son excellente ambiance. Ces deux tomes marquent notamment l'entrée en scène de deux protagonistes que sont Zenitsu et Inosuke qui viennent apporter la touche d'humour qu'il faut à la série. Si Zenitsu se montre assez lourd, voire même parfois insupportable, je suis en revanche fan d'Inosuke dont la personnalité est complètement folle. Ils sont d'une grande aide pour la quête de Tanjiro subissant toujours son destin afin de rendre à sa sœur son humanité. Il s'agit clairement d'un de mes héros de shonen préférés, il respire la pureté, le mec il a rien demandé mais il subit les pires misères du monde. Alors pas toujours directement, mais indirectement via ses proches et au final, c'est ça qui le fait le plus souffrir. Il ne se bat pas par plaisir mais par nécessité, il est en lutte perpétuelle pour sa survie et celle de sa sœur. Une relation fraternelle qui nous a déjà l'air d'une extrême sincérité alors qu'on est seulement rendu au tome 4.
Que dire de plus si ce n'est qu'on a enfin entamé l'un de mes arcs favoris du manga, un arc littéralement sublimé par l'adaptation animée, mais je peux vous garantir qu'il est tout aussi excellent en manga. Cet arc nous montre qu'il n'y a pas que des démons dénués de raison, il y a aussi des démons qui ont autrefois eu un cœur également, et Koyoharu Gotoge parvient à les rendre attachants avec brio. Le tome 5 ne viendra que confirmer cela avec l'apparition de Rui, mon antagoniste préféré du manga. Je tiens encore à mettre en avant la superbe ambiance de ce titre, dont l'intensité ne semble jamais faiblir. Et pour conclure cette vidéo, quoi de mieux que le géantissime One Piece et son 92e opus pour compléter la triplette du Jump. Puisqu'on parle de One Piece, j'estime que je peux en parler librement, si t'es pas à jour sur One Piece fin 2019, c'est toi qui es en tort. Alors encore une fois un très bon tome, dire qu'on est seulement à l'intro de Wano, c'est déjà lourd. Limite on s'arrête là, on peut déjà remplir un best-of de 2 heures avec des scènes cultes. Plus sérieusement, j'aimerais parler d'un seul point, un seul personnage, le personnage de Kaido. Parce que dans One Piece, il y a tellement de personnages charismatiques, d'antagonistes charismatiques. Je sais pas si Kaido est dans le top 3. Enfin pour moi il est clairement, pour moi il n'y a même pas de débat, c'est peut-être le numéro 1. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non seulement le type en tant que... dans sa forme humaine il en impose. Mais alors quand il se transforme en Shenron, je suis désolé Luffy mais... j'ai pas envie de te manquer de respect mais... comment tu vas le battre? Comment tu vas le battre? Le mec il t'a one shot en une page. Un coup de massue, t'étais plus là. Et le coup de massue, putain, que ce soit en scan ou ma relecture en tome, le coup de massue, je l'ai pris dans le bide. Je pense ça nous a tous fait le même effet. L'impact de cette page, de ce coup est incroyable. Non mais le personnage de Kaido est extraordinaire, on le dit pas assez. C'est la première fois que dans One Piece, je me dis, putain, mais comment Luffy va battre son adversaire? Parce que jusqu'à maintenant, c'est soit Luffy il était à niveau, ok ça se passait bien, soit il se surpassait pendant le combat, comme ce fut le cas contre Katakuri récemment. Mais là, avec Kaido, la différence de niveau entre les deux me paraît tellement immense que je me demande comment Luffy va rattraper son retard en aussi peu de temps au final. Bien sûr, Oda, on connaît Oda, il va nous trouver un truc, mais ça me paraît dingue parce que l'issue de ce combat, elle me paraît déjà jouée d'avance parce que Kaido il est trop puissant, et c'est pour ça que ce combat va être peut-être le plus mémorable de One Piece, parce que non seulement il y aura ce combat, donc je sais pas si Luffy se fera Kaido en solo, je pense pas quand même, mais en plus de ça, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a les calamités de Kaido, parce que non seulement Kaido il est monstrueux en tant que capitaine, mais tout son équipage l'est aussi. Voilà, ça va être incroyable quand Oda disait que Marineford ça allait être mignon à côté. Je pense qu'il a été gentil en fait. Enfin bref, One Piece c'est toujours aussi passionnant à lire. D'habitude je me fais quelques petites notes pour avoir une petite structure de review. Là j'y suis allé au feeling, voilà c'est bon, c'est One Piece, ça coule de source en fait. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, mon Discord et mon Utip. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Should I